mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro d'Écho du Palais. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Merci à vous qui nous suivez de partout ailleurs. De la réparation des violations de droits de l'homme en droit international, quid du cas de la République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que nous allons devoir parler, échanger avec mon invité de ce jour qui n'est tout autre que Maître Bopol Mupemba. Bonjour Maître Bopol. Bonjour Madame Chantal et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Congo 26. Et je profite aussi de cette occasion pour leur souhaiter mes meilleurs vœux parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis les débuts de cette année. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour les vœux. Alors, Maître Bopol Mupemba, il est juriste de formation, il est avocat, mais également il est aussi activiste des droits de l'homme. C'est à ce titre-là que nous le recevons pour la toute première fois dans cette tranche d'Écho du Palais. Alors, Maître Bopol Mupemba, la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, comment elle se passe à ce jour? Comment vous l'analysez? Parce que il ne se passe pas un seul jour actuellement que l'on ne puisse pas évoquer des cas, des violations graves des droits de l'homme, surtout à l'est de notre pays. En tant qu'activiste de droits de l'homme, quelle analyse faites-vous? Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Voilà, il faut répondre à cette question en deux aspects. Le premier aspect, c'est que les violations des droits de l'homme sont les violations en premier lieu qui sont commises par une personne qui est investie du pouvoir de l'État. C'est-à-dire que ici, dans la République démocratique du Congo, ne peut violer les droits de l'homme qu'un préposé de l'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est investi du pouvoir de l'État, notamment dans toutes les institutions de l'État. Et sur ce plan-là, nous n'avons pas beaucoup à dire parce que nous avons observé depuis un temps, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, que les droits de l'homme se comportent bien. Se comportent bien, il n'y a pas de violation excessive des droits de l'homme. Ça, il faut être reconnaissant. Mais le deuxième aspect, c'est celui des abus de droits de l'homme qu'on doit différencier entre les violations des droits de l'homme et les abus de droits de l'homme. Les abus de droits de l'homme sont les violations des droits de l'homme qui sont commises à grande échelle par notamment les personnes qui prennent les armes contre la population. C'est le cas actuellement dans le contexte du Congo avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ce supplétif du M23 et AFC. Et donc, si nous devons entrer dans ce contexte, les droits de l'homme se comportent très mal parce que il y a des violations massives des droits de l'homme à l'est du pays, des populations qui sont massacrées, des femmes qui sont violées et beaucoup d'autres catégories de personnes, notamment les handicapés, qui sont les victimes silencieuses de cette guerre nous imposée par le Rwanda et ce supplétif du M23 et AFC. Donc voilà, donc sur le plan national, s'il faut que je me résume, c'est que ça va parce que nous n'enregistrons pas des violations excessives des droits de l'homme. Mais à cause de la guerre à l'est du pays, nous enregistrons un abus excessif des droits de l'homme. Donc vous venez là d'établir une nette différence entre abus de droits de l'homme et violation oui, tout ça entre dans les violations des droits de l'homme, mais seulement ça change des noms. Lorsque c'est commis par des gens qui prennent des armes contre la population et ils commencent à tuer ou à violer des gens à grande échelle, ça devient abus de droits de l'homme et c'est ce qui se commet actuellement à l'est du pays, notamment au nord et sud Kivu. Donc vous voulez dire, avant d'aller vers les commissions graves à grande échelle à l'est du pays, si on peut faire un pas en arrière,
on dirait que sous Félix Tshisekedi, les droits de l'homme se portent mieux. Oui, pourtant, il y a quand même certaines organisations internationales qui dénoncent oui, ça et là, qu'il y a quand même violation. C'est leur avis. Il y a des rapports, mais curieusement, les ONG nationales, sont-elles complaisantes par rapport à tout ce qui fait, à tout ce que le gouvernement fait, ou bon, c'est passable parce que non, ce n'est pas ça. Je pense que chacun répond à celui qui lui demande de faire quelque chose. Observons parce qu'il y a des indicateurs, il y a des choses que nous ne disons pas par hasard. Observons seulement du temps de Félix Tshisekedi, vous allez constater que les droits de l'homme dans toutes ces catégories se comportent bien, notamment parce que nous avons les droits de la première catégorie qui sont les droits relatifs aux droits civils et politiques. Quand nous prenons les droits civils et les droits civils et politiques, les droits civils et politiques se comportent bien parce que les opposants font leur opposition en paix, ils ne sont pas très traqués, et ils peuvent faire des meetings et même organiser des marches et même utiliser la chaîne nationale pour faire passer leur message, ce que nous n'avons pas enregistré dans le régime passé. Ça, sur les droits civils et politiques. Sur le droit sociaux, culturels, économiques et les autres, nous avons la gratuité de l'éducation. De l'éducation de base, nous avons la gratuité de la maternité. Ce sont les indicateurs qui prouvent que sur ces plans, les droits de l'homme se comportent bien. Et aussi, il y a beaucoup d'autres organisations qui n'ont pas compris le sens de ce combat, ou qui n'ont pas compris qu'il était temps de changer la cible, qui croient toujours qu'il faut rester dans les dénonciations qui n'ont plus j'allais dire, qui sont vides de sens, il n'y a plus rien dedans. C'est des coquilles vides maintenant. Il faut changer des cibles. La cible, c'est peut-être pour que nous puissions permettre à ce que le pouvoir puisse avoir les moyens de sa politique, les régimes puissent avoir les moyens de sa politique, lutter par exemple contre la corruption. Mais lutter, oui, non, pas seulement là-bas, mais il faut aussi faire en sorte que cette gratuité dès la maternité, cette gratuité de l'éducation puisse aussi être de qualité, parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer comme tel. Justement, mais comment il sera de qualité si le régime qui a déjà exprimé une bonne volonté, parce que la volonté politique y est, n'a pas assez de moyens. Quand on met des moyens... C'est peut-être qu'on est allé trop vite dans l'exécution de... C'est constitutionnel, madame. Justement, mais même si c'est constitutionnel, c'est un projet qui devait se préparer en amont. Non, c'est pas un projet qui doit se préparer, parce que dans le régime de Mobutu... Dans 5-10 ans, vous aurez quelle qualité d'éducation? Vous avez déjà des nous sommes parmi les élèves de l'école primaire qui avons étudié gratuitement. Votre époque n'est pas la nôtre. Était bonne. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut changer de cible. Aujourd'hui, si on met des moyens pour une quelconque activité, il y a des gens qui prennent, le courage de détourner l'argent de l'État ou l'argent destiné à quelque chose. C'est sur ces gens-là qu'il faut tirer, parce que là, ils sont en train d'enlever tout le pouvoir à l'État de mener des actions bien à l'égard de la population. Ouais. Alors, revenons, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ça va se retourner contre les pouvoirs publics qui devraient vraiment mettre toute la machine en œuvre pour traquer toutes ces personnes qui
qui sont plongés dans les antivaleurs. Les antivaleurs, notamment la corruption. Pour autant, mais ce n'est pas une excuse. Les détournements, c'est à l'échelle des millions. Mais justement, mais c'est pas une excuse pour le gouvernement. Hein. C'est pas une excuse. Hein. Oui, le gouvernement doit mettre les mécanismes. C'est comme ça que nous apprécions le travail qu'abat le ministre de la Justice pour lutter contre la corruption, et tous les cours et tribunaux doivent être associés, et même toute la machine judiciaire doit être associée à ça pour lutter contre la corruption. Puisque vous venez d'évoquer le ministre de la Justice, après ce dossier des forages, tout ça là, tous ceux qui étaient impliqués viennent d'être acquittés, et le ministre a eu à tweeter pour montrer son indignation face à ce qui venait de se passer. Maître Bopol Mupemba, est-ce un aveu de faiblesse? Non, le ministre n'est pas magistrat. Ça, c'est quoi? Les ministres actionnent le mécanisme. Mais maintenant, ceux qui doivent travailler, ce sont les magistrats et les juges qui sont indépendants selon notre constitution. Parce que quand les ministres actionnent ces mécanismes, il est presque dessaisi. Et lui devient aussi observateur comme tous les autres. Et c'est aux acteurs qui sont la magistrature, les juges et tous les autres acteurs de la justice qui doivent travailler et chercher des preuves pour condamner les auteurs de ces détournements. Et donc, si aujourd'hui les tribunaux ou les cours et tribunaux qui ont été saisis quant à cette matière estiment qu'il n'y a pas assez de preuves pour condamner ces gens, qui sommes-nous pour aller à l'encontre d'une décision de la justice. Malgré la clameur publique, la clameur publique ne veut pas dire que la personne doit être condamnée obligatoirement. Non, c'est seulement qu'une personne est suivie par la clameur publique, mais laisser aussi la justice faire son travail en toute indépendance. Maître Bopol Mupemba, revenons à notre actualité sur les exactions qui sont commises à l'est du pays. Aujourd'hui, les Congolais se demandent quelle suite la République démocratique du Congo réserve à l'issue de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes pour la République démocratique du Congo de se faire justice ou de connaître une certaine réparation par rapport à tout ce qui s'est fait? Qu'est-ce que la RDC doit faire? Il y a plusieurs mécanismes pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Il y a plusieurs mécanismes. Il y a les mécanismes judiciaires et les mécanismes non judiciaires. Bon, pour les mécanismes non judiciaires, nous avons par exemple le Comité des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et beaucoup d'autres mécanismes, parce que la RDC a adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à tous les autres protocoles. La RDC est membre. Donc, ce sont les mécanismes qui doivent être activés, saisir par exemple la Commission africaine des droits de l'homme et saisir le Comité des droits de l'homme, ce qui a été déjà fait. Notamment, il y a le Conseil des Nations Unies qui venait de prendre une résolution en faveur de la RDC. Ce sont les mécanismes non judiciaires de protection des droits de l'homme, et nous félicitons ce qui a été déjà fait, et nous félicitons aussi l'activisme du gouvernement congolais qui a poussé et activé ces mécanismes non judiciaires. Mais au-delà des mécanismes judiciaires, il y a aussi non judiciaires, il y a aussi les mécanismes judiciaires. Les mécanismes judiciaires sont par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été saisie, et il y a même une audience qui est, je n'ai plus l'information, mais une audience qui avait commencé de la RDC contre le Rwanda. Et il y a la Cour internationale de justice, il y a la Cour pénale internationale, il y a nos cours et tribunaux ici, qui sont les mécanismes judiciaires qui doivent être saisis pour que les auteurs de violations des droits de l'homme soient arrêtés, jugés et sanctionnés. Voilà. Donc la RDC peut activer tous ces mécanismes-là
cela à l'échelle régionale, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique et même au niveau international, afin que le monde entier sache qu'il y a abus et violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais à cette échelle de violation des droits de l'homme, les instances judiciaires internationales ne peuvent-elles pas se saisir d'office, parce qu'on parle quand même de terrorisme. Si la Cour pénale internationale peut se saisir d'office. Et c'est d'ailleurs... Elle attend combien de morts? Elle attend combien pour... Non, mais oui, justement, le procureur est arrivé. La procédure de la Cour pénale... Mais entre-temps, les personnes sont en train de tomber chaque jour. Oui, mais la procédure de la Cour pénale internationale, c'est une procédure très complexe et très longue. Il faut respecter les étapes. Sinon, si on ne respecte pas les étapes, on risque d'être débouté. Donc, c'est comme ça. Mais l'État congolais peut saisir elle-même la Cour internationale de justice si il estime plutôt que elle est incapable de juger les auteurs des violations des droits de l'homme ici. Encore que, il faut d'abord les arrêter, mais pour le cas, on ne peut pas les arrêter parce qu'ils sont dans des zones très militarisées. Et donc, il faut activer les juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale. Donc, en ce sens, maintenant, la Cour pénale internationale peut aussi être saisie par les ONG qui peuvent amplifier, pousser la Cour pénale à ouvrir une enquête en RDC. C'est-à-dire qu'en envoyant les rapports et beaucoup d'autres documents à la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale peut estimer qu'il y a quand même beaucoup de violations des droits de l'homme qui se commettent en République démocratique du Congo et ouvrir une enquête. Madame, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans une zone militarisée et très militarisée. Et pour le moment, pour juger, parce que nous parlons, c'est une matière pénale. Et pour toute matière pénale, il faut des preuves. Et les preuves, il faut les chercher. Il faut des enquêtes qui doivent venir se faire sur place en RDC. Mais pour le moment, la Cour pénale internationale ne peut pas exposer ses membres, de les envoyer ici. Non, maître, c'est quand même une grande machine. Soyons réalistes. Qui peut à elle seule se protéger et affronter cette réalité. Ah bon, vous pensez elle peut se protéger, bien sûr, mais attendons que la RDC riposte et récupère ces zones et enfin, on peut voir dans quelle mesure mener des enquêtes parce que ce sont des crimes imprescriptibles. Oui, mais justement, mais dans l'entretemps, puisque c'est une zone occupée, puisque c'est une zone fortement militarisée, ne pensez-vous pas qu'on peut effacer certaines traces? Parce qu'il n'y a pas des ONG, vous l'avez dit, l'État peut saisir, tout comme les ONG nationales peuvent aussi saisir moyennant les rapports qu'ils établissent. Vous n'êtes pas sur terrain. Comment faire pour rassembler les éléments, des preuves, pour qu'au moment venu que qu'on puisse ouvrir ou saisir l'instance internationale? Je vous donne un exemple. On vous dit qu'un bandit est entré chez vous à la maison et a tué votre enfant. C'est un exemple, je ne dis pas que ça va arriver. Comment on pourra effacer cette trace dans ton cœur? Comment on peut l'effacer? Cette trace-là, comment on peut l'effacer dans ton cœur? C'est-à-dire qu'il y a des témoins qui sont restés. On ne va pas exterminer toute la population du Nord Kivu. On ne va pas exterminer toute la population du Sud Kivu. Il y a des témoins, il y a des vidéos qui ont circulé. Mais encore faut-il prouver la véracité de Oui, mais c'est ça. Alors pour avoir la véracité, il faut descendre sur terrain. On nous montre par exemple des centres, par exemple des handicapés qui ont été bombardés. Vous n'allez pas me dire que Nanga va se mettre à reconstruire. Il y a une prison pour femmes qui a été calcinée. Il semble qu'il y a encore, il n'y a pas très longtemps, des jeunes qui étaient dans une boîte de nuit à Bukavu qui ont été calcinés. Comment on va effacer ces traces? Est-ce que quand on calcine, après, on va se mettre à reconstruire ou soit, bon. Je me pose beaucoup de questions. Donc, les traces des crimes graves sont difficilement effaçables.
on peut faire des enquêtes et trouver. Et surtout qu'en droit pénal, la preuve commence par une petite chose, peut-être un petit témoignage, et on a besoin de témoignages. Si on témoigne, la Cour pénale peut se contenter de témoignages. Il y a peu, ceux qui sont les rebelles ont été condamnés. Non, on a eu à lancer un mandat d'arrêt international à leur encontre. Les Congolais se sont demandé, c'était une blague pour lancer un mandat d'arrêt international au niveau déjà national, ou bien c'était juste pour faire bonne presse et non, cette démarche? En fait, c'est que les gens doivent comprendre d'abord que la guerre, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'on ne va pas quand même à s'amuser avec ce genre de choses. Non, on ne peut pas commencer à s'amuser avec ce genre de choses. Donc, lancer un mandat international, c'est un moyen de dissuader ceux qui sont au front, de comprendre que oui, qu'ils continuent avec la guerre, mais à un certain moment, la guerre finira et vous devez répondre de vos actes. Parce que quand un mandat est déjà lancé, il peut rester au frigo même pendant autant d'années. Je vous ai dit que ce sont des crimes imprescriptibles. Le dernier nazi a été arrêté, jugé et condamné il n'y a pas 2 ans ou une année. Hein. C'est pourquoi? Parce que c'était des crimes imprescriptibles. On peut les commettre aujourd'hui, mais sachez que même après 100 ans, on peut vous poursuivre pour ces crimes. C'est-à-dire que si on a déjà lancé un mandat maintenant, c'est-à-dire que l'action est déjà mise en mouvement. Donc, à tout moment, vous pouvez être récupéré et répondre de vos actes. Donc, comme pour dire que à tout moment, ceux qui se frottent les mains aujourd'hui à l'est du pays, ce n'est qu'une courte joie. Ce n'est qu'une courte joie, vous l'avez dit, c'est ça même l'expression. Ce n'est qu'une courte joie. À un certain moment, ils devront répondre de leurs actes. Mais, et nous allons faire de tout notre mieux, nous allons vraiment activer tous ces mécanismes pour que ces gens répondent de leurs actes, parce que nous ne pouvons pas accepter vivre dans une nation où quelqu'un est mécontent parce qu'il a perdu sa maison quelque part, il prend les armes et il commence à tuer la population à sa guise. Ils pensent que, puisqu'ils sont dans ce qu'ils qualifient de réclamation légitime, ils se disent que, bon, ils pourront peut-être renverser le régime et prendre les commandes du pays et ainsi avoir une mainmise sur les institutions. Ça, c'est un leurre. Donc, ça, c'est un leurre, madame, parce que la Constitution congolaise a prévu comment on peut réclamer un droit violé. C'est-à-dire qu'on a même dans notre constitution, il y a plus de 50 articles qui parlent de l'exercice des libertés publiques. Parmi l'exercice des libertés publiques, c'est notamment le droit à la manifestation et les droits de réclamer quand on sent que ces droits sont violés. Mais pourquoi l'opposition est organisée en RDC? Notre feu Papa Etienne Tshisekedi a pendant autant d'années lutter pacifiquement pour l'instauration de la démocratie en ce pays. Où est-ce que vous avez entendu qu'il a pris des armes? Mais aujourd'hui, nous avons son fils qui est président de la République, issu de cette lutte. Donc, c'est ça le comportement que nous devons... Pour réclamer un droit, on n'a pas besoin de prendre des armes. Comme ça, nous allons être dans un pays où chacun, quand on a besoin de réclamer quelque chose, on va créer un groupe, quelque chose, et quelque part, on commence à tirer. Et le paisible citoyen qui vit du champ, qui vit de l'élevage, de l'agriculture, va faire comment? Donc, il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête et nous encouragerons l'État à mettre des mécanismes sérieux et stricts pour réprimer ce genre d'activisme. Donc, c'est parti pour une procédure sine-die et pour une issue sine-die. Non, non, ce n'est pas sine-die, madame. Les victimes aujourd'hui qui sont... certaines sont parties, certaines sont restées des personnes... quasiment qui ont perdu leurs membres, et ils se disent à quand ils seront
je vais dire, quand est-ce qu'ils pourront revendiquer leurs droits ou soit quand est-ce qu'ils pourront être indemnisés? Oui, justement. Elles vont rester là. Quoi faire dans l'entretemps et attendant peut-être que la guerre s'arrête? Est-ce que y a-t-il aussi dans ce sens-là certains mécanismes qui seront mis en branle pour pouvoir il y a déjà, je sais, je suis pas en train de faire une publicité, mais déjà pour les victimes des cas Moena Sapou, malgré que sur le plan judiciaire, ce n'est pas très avancé, il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour les indemniser. Le fonds Narev, c'est le fonds qui a été créé pour indemniser les victimes. Donc, il y a toujours possibilité de mettre des mécanismes en place au niveau d'abord interne pour que ces victimes soient indemnisées. Il y a ce que nous appelons aussi la justice transitionnelle. La justice, on peut activer la justice transitionnelle pour faire des actions communautaires en faveur de ces personnes qui ont été martyrisées, victimisées par rapport aux exactions qui se sont commises dans ce contexte que nous sommes maintenant. Donc, il y a dernièrement aussi, il y a Madame la ministre des Droits humains qui a activé le Genocost. C'est aussi un mécanisme. Mais au niveau international, même si on arrêtait un individu, après, admettons qu'on arrête aujourd'hui un acteur du M23, que je n'ai pas envie de citer les noms. Non. Oui, on n'a pas envie de citer les noms. On l'arrête aujourd'hui. Lui, il sera capable d'indemniser qui? Même si on le condamne à payer des dommages et intérêts, il aura quoi pour indemniser la population, les morts qui se comptent à plus de 5000 maintenant au Nord Kivu. Donc, vous comprenez que c'est l'État qui doit se prendre en charge et ces mécanismes existent déjà pour ce qui s'était déjà passé et c'est toujours possible de créer des mécanismes en ce sens pour indemniser ce qui est en train de se créer maintenant. Donc, comme pour dire que peu importe ce qui peut se faire, l'indemnisation ou procéder par la justice transitionnelle. Est-ce que la justice transitionnelle, on peut aussi l'exercer ou la mettre en marche avec les auteurs de tout ce qui s'est commis? Non, mais les auteurs doivent être d'abord arrêtés. Les auteurs doivent être jugés. C'est une sorte de réparation. Quand vous entendez que votre bourreau est arrêté, jugé et condamné, c'est déjà une sorte de réparation. Vous sentez déjà presque en paix. Et puis après, faire des actions communautaires en faveur de ces personnes, c'est aussi encore une autre sorte de réparation. Dans certains pays, on construit des monuments, on construit des hôpitaux, on construit des centres pour handicapés, on construit parce que il faut reconnaître que pour le moment, le Rwanda est devenu une machine à fabrication des handicapés. Parce que toutes les bombes qui tombent, les mines antipersonnelles, les balles réelles, toutes les armes létales qui sont utilisées sont en train de créer des handicapés, par exemple. Donc, si on construit un centre, par exemple, orthopédique, un grand centre orthopédique pour ceux qui sont devenus handicapés suite à cette guerre, oui, déjà, il fallait voir les images d'hier. C'est aussi une sorte de réparation. Et ça, la société civile, le gouvernement, la société civile peut pousser le gouvernement à faire ce genre d'action. Ça va tant soit peu apaiser la douleur. Même si ça ne fera pas revenir à la vie. Certains, ou ceux qui sont partis ou ceux qui ont perdu des membres ou un pied, un bras, tout ça. Mais ça peut quand même guérir. Est-ce que l'arrivée du procureur de la CPI à Kinshasa peut être une lueur d'espoir pour un début de réparation de tout ce qui s'est commis là? Est-ce qu'on peut accorder un peu du crédit, un peu d'espoir dans ces sens-là? Parce que vous venez de le dire, c'est une longue procédure. Nous ne savons pas quand est-ce que ça pourra s'activer
effectivement. Mais est-ce qu'on peut espérer à ce que le gouvernement de la République puisse obtenir gain de cause? Mais il faut dire que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le procureur de la Cour pénale internationale puisse se déplacer. Il n'est pas venu faire un voyage de santé ou du tourisme ici. Il est venu parce qu'il a entendu. Il est venu parce que les gens ont dénoncé. Il y a des gens qui ont dénoncé, notamment Madame la ministre des Personnes vivant avec handicap, qui a fait une communication dans ce sens. Et qu'aujourd'hui, il y a des personnes vivant avec handicap qui, par rapport à leur spécificité, sont tuées parce il y en a qui sont en mobilité réduite. Il y en a qui sont de sourds. Quand des gens fuient ou les balles sont en train de tirer, bon, lui, il voit seulement les gens courir, il ne sait pas où aller. Et puis après, quand ils viennent, ils se disent, on les tue. Il y a des aveugles qui sont des personnes aussi avec handicap. Donc, c'est comme ça que je venais de vous dire tout à l'heure que ce sont les victimes silencieuses de cette guerre plutôt, parce que par rapport à la spécificité de leur handicap. Et aujourd'hui, Madame la ministre a apporté un plus au procureur de la CPI en disant que les Rwandais et le supplétif du M23 et EFC sont une fabrication des personnes vivant avec handicap en RDC. Et pour ce faire, le procureur doit se saisir et ouvrir une enquête en RDC. Nous ne connaissons pas encore les temps. Nous ne connaissons pas les temps malheureusement, mais je pense que le mécanisme est déjà mis en mouvement. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous, ONG, lorsque cette démarche pourra être effective? C'est d'amplifier la communication, d'encourager le gouvernement à activer tous ces mécanismes et d'appuyer le gouvernement dans toutes ces démarches. Parce que à chaque minute, une personne qui perd une vie, ça nous touche au plus haut niveau. Il va falloir qu'une seule ONG saisisse ou bien vous devez être constitué en collectif? Non, toutes les ONG ont leurs spécificités. Mais travailler en réseau, travailler en collectif, c'est mieux. Mais chaque ONG à son niveau doit savoir comment travailler pour encourager le gouvernement à mettre tous ces mécanismes en mouvement. Maître Bopol Mupemba, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un mot à dire sur cette question que nous venons d'aborder sur le droit international, sur les mécanismes de réparation que la RDC peut mettre ou peut activer pour pouvoir obtenir justice face à tout ce qui se fait sur son sol dans sa partie est? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Le mot que je peux dire, c'est seulement le mot de compassion d'abord avec toute la population du Nord Kivu et du Sud Kivu qui subit des abus, des violations des droits de l'homme. Et nous encourageons le gouvernement à activer tous ces mécanismes. Ce qu'ils sont déjà en train de faire, c'est très bien. Et nous les assurons de notre appui, de notre accompagnement pour encourager et permettre à ce que la justice soit faite pour notre nation. Merci beaucoup. Merci, Maître Bopol, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière fois. Nous allons suivre de près, en tout cas, cette situation sécuritaire et cette situation des droits de l'homme dans notre pays. Et nous pourrons y revenir avec des éléments nouveaux lorsqu'ils pourront être à notre portée. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, vous aviez quelque chose à ajouter? Dire merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné, Valdi qui était derrière à la réalisation et ainsi que Ghislain. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous allons vous retrouver très très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.